Je suis très heureuse, au nom du CGJ, de vous recevoir. Vous êtes, Anastasio, enseignant et historien franco-grec. Vous êtes guide conférencier au Memorial de la Shoah de 2014 à 2021. Vous faites des séminaires sur les théories du complot, la création artistique. Vous travaillez sur les génocides et les persécutions de masse au XXe siècle. Et vous travaillez sur la mémoire et la transmission aux nouvelles générations. Un premier livre intitulé La Shoah, l'obsession de l'antisémitisme depuis le 19e siècle, publié en 2017, dont nous pouvons que constater la triste actualité. Passé aux assises contre le négationnisme, présidé par le politologue Frédéric Ancel. Le rôle de l'enseignement, vous êtes chroniqueur à la radio. En 2022, vous publiez en grec sur les traces des Juifs de Grèce, avec des archives d'Europe, d'Amérique et d'Israël. Plus de 2500 exemplaires vendus et présentés dans plusieurs villes de Grèce, dont Thessalonique. Donc c'est une histoire qui est encore méconnue du grand public et ce livre est donc nécessaire. Et vous m'avez confié que vous allez maintenant le faire connaître aux États-Unis à partir du mois de septembre. Anastasio, c'est à vous. Merci Claire, merci pour cette invitation. Ça fait longtemps, un petit moment qu'on discute, qu'on échange et qu'on prépare cette conférence, donc je suis très heureux et merci encore une fois. Bonsoir à tous. Je vais essayer en quelques minutes de vous présenter la longue histoire des Juifs de Grèce. On parle de la plus vieille communauté juive d'Europe et donc ça va être compliqué de tout vous raconter, mais vous allez retrouver mes détails dans le livre, dans le nouveau livre qui est sorti en novembre dernier, qui s'appelle Sur les traces des Juifs de Grèce chez VA Édition, avec une préface de Serge Klarsfeld et je suis très content de citer son nom parce que évidemment, comme beaucoup de personnes, c'est une référence de manière générale sur la Shoah, mais aussi sur l'histoire des Juifs en Europe de manière générale. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les Juifs de France, mais pas que. Et donc, c'était un honneur pour moi qu'il accepte d'écrire le prologue, l'introduction de mon livre. Alors, les Juifs de Grèce, la plus vieille communauté juive d'Europe, je vais descendre. Voilà. La plus vieille communauté juive d'Europe, les traces remontent dès l'Antiquité. On pense que après la destruction du premier temple, c'est-à-dire en 586 avant Jésus-Christ par les Babyloniens, il y a des Juifs qui s'installent dans le territoire hellène. Alors à l'époque, le territoire hellène, ça veut dire le territoire grec, ça comprend Chypre, mais ça comprend également l'ensemble de la Grèce d'aujourd'hui, mais également l'Asie mineure, parce que l'actuelle Turquie, à l'époque, c'était le monde grec. Et donc, en tout cas, dans le territoire hellène, on a des communautés qui vont se former progressivement. On est sûr, en tout cas, qu'il y a des communautés à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est la période hellénistique et Alexandre le Grand. On sait d'ailleurs que Alexandre le Grand était assez tolérant et respectueux vis-à-vis des Juifs. Et donc, il y a des liens incontestablement entre la Judée, ce qu'on va appeler la Judée pendant la période hellénistique, c'est-à-dire Israël, et la Grèce. On sait également qu'à partir du deuxième et premier siècle avant Jésus-Christ, il y a plusieurs communautés dans le territoire grec. Il y a bien sûr Athènes, mais il y a d'autres villes où il y a des Juifs. Pour ceux qui connaissent un peu, on verra une carte après. Il y a Sparte, bien sûr. Il y a Corinthe. Il y a des îles comme la Crète ou Rhodes. Et il y a également Thessalonique. Je dis Thessalonique parce que nous, en Grèce, cette ville, on l'appelle Thessalonique. Salonique, c'est le nom turc, hein, on le verra après. Ici, il y a une photo de l'île de Délos. Délos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île sacrée chez les Grecs, c'est l'île d'Apollon. C'est une île qui se trouve au cœur des Cyclades, euh, un pôle au niveau commercial, et c'est à Délos que sans doute a été construite la première synagogue d'Europe. Deuxième siècle avant Jésus-Christ. Si vous allez aujourd'hui sur l'île de Délos, il y a encore le périmètre où il y a cette synagogue. Euh, D'ailleurs, le mot synagogue, il vient du grec, syn en grec, qui veut dire ensemble. Aro, un verbe qui veut dire diriger, la direction collégiale. C'est ça que ça veut dire synagogue en grec.
Et juste à côté, vous avez une gravure sur marbre et vous avez sur cette gravure la menorah, qui est le premier symbole du judaïsme, et le palmier, le loulav. Et donc cette gravure, on l'a retrouvée à Athènes, sur les pieds de l'acropole. Il y a également une synagogue autour du 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Nous savons dans le livre des Maccabées, mais également dans les épîtres de Paul, qu'il y a différentes communautés en Grèce dès l'Antiquité. Il y a d'autres villes où il y a des traces. Il n'y a pas que Athènes. Hein. Je ne vais pas tout vous citer ici, mais par exemple dans le centre de la Grèce, en Thessalie, à côté de la ville de Volos, il y a des traces d'une ancienne communauté juive. À Égine, l'île à une demi-heure de bateau d'Athènes, il y a également une synagogue dès l'Antiquité. Tout ça pour vous dire que nous avons en face de nous une communauté qui a plus de 2500 ans d'histoire. Ces juifs de l'Antiquité vont s'helléniser, ça veut dire qu'ils vont adopter le mode de vie grec, ils vont adopter la culture grecque. Ces juifs de l'Antiquité, ces juifs hellénisés, qui existent encore aujourd'hui, par exemple le grand rabbin d'Athènes, Gabriel Négrine, et Romagnote. Ce sont ces juifs hellénisés, les Romagnotes. D'où vient ce terme Romios en grec? Ça veut dire le grec de l'Empire romain d'Orient. Vous savez qu'à un moment donné, l'Empire romain a été divisé en Empire romain d'Occident, capitale Rome, Empire romain d'Orient, capitale Constantinople. Ben, ceux qui étaient dans l'Empire romain d'Orient, qui étaient grecs, on les appelait les Romni, Romios. Les Romios étaient polythéistes et sont devenus progressivement chrétiens à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Ceux qui sont hellénophones, mais qui ne sont pas chrétiens, qui sont juifs, on les appelle les romagnotes. Donc ça veut dire ceux qui parlent grec, tout simplement. Et les romagnotes vont adopter, comme je vous ai dit, le mode de vie, la culture, la langue. Ils vont même inventer un dialecte qu'on appelle le yévanique, Yavan en hébreu, qui veut dire la Grèce. Et donc ces juifs romagnotes vont traverser, si vous voulez, les siècles. Aujourd'hui, il y a des juifs romagnotes à Athènes. Il y a quelques juifs romagnotes à Ioannina. Ioannina, c'est une ville qui est presque à la frontière albanaise. Alors malheureusement, la Shoah va venir balayer un peu toute cette histoire, mais encore aujourd'hui, il y a des romagnotes en Grèce. Mis à part les romagnotes, durant le Moyen Âge, il y a des juifs ashkénazes qui vont arriver dans le territoire grec. À l'époque, pendant le Moyen Âge, le territoire grec, c'est l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, c'est un empire très chrétien. Mais l'Empire byzantin accepte les juifs. Tant qu'il n'y a pas de prosélytisme et que le culte est quelque peu contrôlé, les juifs sont tolérés. Et donc, mis à part les romagnotes, entre le XIe et le XIVe siècle, il va y avoir dans l'Empire byzantin, c'est-à-dire en Grèce, des Ashkénazes qui vont arriver. Et pourquoi ils arrivent, ces Ashkénazes? Parce que tout simplement, ils sont sur le passage des croisés, et les croisés les massacrent. Vous savez que les croisés, en arrivant, en passant par l'Europe, ils massacrent les communautés juives. Et donc, ces Ashkénazes cherchent une terre où ils peuvent pratiquer leur culte et faire du commerce, travailler. Et donc, il y a une deuxième vague, si vous voulez, après les Romagnotes, qui vont arriver dans le territoire grec, qui sont les Ashkénazes. Alors, je vais montrer cette photo qui est le rabbi Zvi Koretz. Il est ashkénaze, c'est le rabbin de Thessalonique pendant la Shoah, on va en parler après. Il y a une troisième vague qui arrive en Grèce, ce sont les juifs séfarades. Alors ces juifs séfarades, souvent on a l'impression, notamment en France, que les juifs séfarades vont tous partir en Afrique du Nord. C'est pas le cas parce que beaucoup de juifs séfarades, au moins 100 000, on n'a pas les chiffres exacts mais c'est une estimation, vont aller dans l'Empire ottoman. Après 1453, la Grèce tombe progressivement dans la main des Ottomans, sous domination ottomane. Et les Ottomans sont assez tolérants vis-à-vis des Juifs. Et donc, après 1492, quand les Juifs seront renvoyés de la péninsule ibérique, d'Espagne puis du Portugal, beaucoup vont aller en Afrique du Nord, mais d'autres vont arriver également en Grèce et dans tout l'Empire ottoman, séfarade, donc Juifs d'Espagne. Regardez ici sur les représentations, vous voyez que ces juifs séfarades vont arriver avec leur langue, le judéo-espagnol, la culture ladino, et vont arriver bien sûr avec leur tradition. Mais ils vont quand même adopter aussi les traditions orientales. C'est-à-dire dans le judéo-espagnol, vous avez bien sûr la grande majorité des mots, ce sont des mots espagnols, mais vous avez bien sûr de l'hébreu, mais il y a aussi du turc et du grec dans le judéo-espagnol. Et quand on voit sur ces photos, sur ces représentations, on voit que l'influence orientale turque est là.
Et puis ces séfarades, si vous voulez, vont s'installer dans plusieurs villes grecques, mais principalement dans trois pôles de l'Empire ottoman. Quels sont les trois pôles de l'Empire ottoman? Bien sûr, Constantinople, qui va devenir Istanbul, Smyrne, qui va devenir Izmir, mais également Thessalonique. Pourquoi Thessalonique? Qui va devenir Stalonique chez les Turcs, Selanik. Pourquoi ils vont principalement s'installer à Thessalonique, ces Juifs? Parce que Thessalonique, c'est un lieu stratégique. Thessalonique, c'est la porte des Balkans, c'est la porte de la mer Noire, la mer Égée, la porte de l'Orient, mais également la porte de l'Occident. Et les Turcs, les Ottomans, ont besoin du savoir-faire des séfarades. Qu'est-ce que les séfarades savent faire? Le commerce. Et donc, si vous voulez, Thessalonique, Salonique, mais également l'ensemble du nord de la Grèce, va être peuplé principalement de séfarades. Quand je dis principalement, bien sûr, mélangé à des Turcs et mélangé à des Grecs, hein, mais les séfarades dans certaines villes, notamment à Thessalonique, seront majoritaires. C'est-à-dire qu'à Thessalonique, entre le 16e et le début du 20e siècle, les Juifs sont majoritaires dans la ville et vont même parfois imposer leur culte. Dans certaines villes, il y a aussi des Romagnotes ou quelques Ashkénazes. Souvent, les séfarades sont majoritaires dans les villes grecques et ils imposent leur culte aux autres juifs. On a dans certaines villes, par exemple, des Romagnotes qui vont être obligés de parler le judéo-espagnol parce qu'il faut faire du commerce avec les coreligionnaires. La quatrième vague qui va arriver en Grèce, ce sont les Juifs d'Italie. Au XVIe siècle, vous savez que c'est le siècle de la réforme protestante. Il y a le sud déjà de l'Italie qui est dominé par les Espagnols, et donc les Espagnols vont renvoyer des Juifs du sud de l'Italie, comme ils l'ont fait en Espagne. Les États pontificaux, les États du pape, vont aussi être, le pape va être assez violent vis-à-vis des Juifs pendant notamment la réforme protestante, parce que il pense que les Juifs sont avec les protestants et s'allient avec les protestants. Donc beaucoup de Juifs vont partir du centre et du sud de l'Italie et vont arriver en Grèce, notamment sur l'île de Corfou. On va le voir après, l'île d'Albert Cohen, où est né Albert Cohen un peu plus tard. Hein. Et donc, si vous voulez, le judaïsme grec, c'est un judaïsme pluriel, c'est un judaïsme dynamique, c'est un judaïsme très ouvert sur le monde. Grâce aux Juifs, notamment à Thessalonique, le pays s'est développé. Je veux dire, les Grecs ont participé au développement de la région. Thessalonique, le port, est fermé le Shabbat entre le 16e et le début du 20e siècle. Donc, ça veut dire que les Juifs dominent le commerce. Il y a bien sûr à Thessalonique différentes sous-communautés. C'est-à-dire que vous avez les Juifs qui arrivent à Salonique notamment, ils vont former des sous-communautés avec chacun son rabbin et même chacun sa synagogue. On a plus de 50 synagogues parfois, par exemple à Thessalonique au 19e siècle. La Évora, la Castilla, la Mallorca, la Lisboa, ce sont des micro-communautés, même parfois c'est un peu tendu entre eux. Euh, Au début du XXe siècle, la situation va quelque peu changer. C'est-à-dire que vous avez ici une carte que vous allez retrouver dans mon livre de la présence juive en Grèce à la veille de la Shoah. Il y a presque 40 communautés en Grèce avant la Shoah. 40 communautés juives, hein, avec bien sûr la plus grande Thessalonique, mais ici, quand vous voyez sur la carte, il y a plusieurs. Il n'y a pas que Thessalonique, il y a plusieurs communautés. Donc ça veut dire qu'ils sont présents dans toutes les grandes villes, les Juifs. Par contre, la situation va quelque peu changer au XXe siècle. C'est-à-dire qu'il y a toujours la guerre avec la Turquie. Je rappelle que l'État grec est créé en 1830. Et l'État grec en 1830, il comprend quoi? Athènes, bien sûr, la capitale, la Grèce centrale, le Péloponnèse. C'est tout. Et donc, ça veut dire quoi? De 1830 jusqu'en 1920, les Grecs continuent à faire la guerre contre les Turcs pour récupérer l'ensemble des territoires. En 1912, par exemple, ils vont récupérer la Macédoine. Ce qu'on appelle, nous, la Macédoine, c'est la région de Thessalonique. Hein. Au 19e siècle, ils ont récupéré les îles Ioniennes, Corfou, par exemple. Ils ont récupéré également ici ce qu'on appelle l'Épire, et puis progressivement, 1912-1913, la Macédoine, 1920, la Thrace, mais également la Crète, 1912-1913, et pour finir, la Thrace, 1920. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Grecs veulent se débarrasser de la présence turque. Et parfois, le fait que les Juifs étaient alliés, notamment à Thessalonique des Turcs, ça va poser problème. Il y a bien sûr l'antisémitisme, c'est-à-dire l'idée que les Juifs dominent le monde avec leur argent, etc., comme dans d'autres pays.
Il y a en Grèce également ce qu'on appelle l'antijudaïsme. L'antijudaïsme qui est plutôt présent en Grèce, beaucoup plus que dans d'autres pays. C'est la religion des Juifs qui pose problème. Je rappelle que les Grecs sont orthodoxes chrétiens et jusqu'à aujourd'hui, ils considèrent les Juifs comme le peuple déicide. C'est ça l'antijudaïsme, à la différence avec l'antisémitisme. Donc en Grèce, on a encore jusqu'à aujourd'hui, ça traverse les siècles, l'idée que les Juifs ont tué Jésus. Et donc, ces tensions, ces guerres entre la Grèce et la Turquie, cet antisémitisme va parfois pousser aussi certains juifs à partir. Quelques chiffres. Au début du XXe siècle, en Grèce, il y a autour de 100 000 juifs. Plus grande communauté, 6 juifs sur 10, c'est Thessalonique. À la veille de la Shoah, il y a autour de 75 000 juifs. Donc, ça veut dire qu'il y a un cinquième du judaïsme grec qui est déjà parti entre 1900 et 1939. Ils sont partis où? Alors, soit ils partent en France. Pourquoi les Juifs partent en France? Parce qu'en Grèce, il y a un grand réseau qui va s'implanter dans plusieurs villes, un réseau d'éducation et d'écoles qui s'appelle l'Alliance israélite universelle. L'Alliance israélite universelle est un réseau d'écoles francophones et les enseignements se font notamment en français. Et donc, quand un Juif veut partir de Grèce pour chercher un meilleur avenir, souvent il pense à la France parce qu'en plus, vous savez, on le sait que la France est un pays d'accueil. Être heureux comme Dieu en France, on disait. Hein. Ils vont partir également aux États-Unis. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des communautés juives grecques aux États-Unis. Il y a par exemple une communauté juive des Ioannina. Ioannina, regardez ici sur la carte. Euh, Kahal Kadosh Yanina, une synagogue grecque qui se trouve aujourd'hui avec une communauté à New York. Il y a des juifs de Rhodes, par exemple, ici, qui vont partir à Los Angeles. Il y a également des juifs qui vont partir de Grèce pour aller où? Aller en Palestine. Je rappelle qu'après 1917 et la déclaration de Balfour, le mouvement sioniste est très puissant, notamment en Grèce. Et puis la Grèce n'est pas très loin de la Palestine. Ben Gurion, au début des années 1910, va aller à Thessalonique et va dire que Thessalonique est le laboratoire du futur État d'Israël. Pourquoi Thessalonique, c'est un laboratoire? Parce qu'il y a tout à Thessalonique, des religieux, des moins religieux, des sionistes, le Bund, par exemple, qui est un mouvement plutôt socialiste. Vous avez des juifs plus laïcs, plus intégrés, moins intégrés. Vous avez de tout à Thessalonique. C'est pour ça que Ben Gurion dit que Thessalonique est le laboratoire du futur État d'Israël. Le mouvement sioniste est très important. Beaucoup de juifs grecs vont partir en Palestine et ils vont construire, mais réellement construire l'État d'Israël. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur place, on leur dit, vous êtes mathématicien, vous êtes professeur, on sait très bien, mais il faut le construire, il faut prendre l'appel de le construire. Vous savez que le port de Haïfa est construit par des dockers de Thessalonique. Tout ça pour vous dire en tout cas que malgré les tensions, il y a 75 000 juifs à la veille de la Shoah en Grèce. Ils ont bien sûr la nationalité grecque. Ils peuvent pratiquer leur culte. Alors à Thessalonique, contrairement aux autres villes, c'est un peu plus tendu. Hein. C'est un peu plus tendu parce que les Grecs veulent se débarrasser aussi de la présence juive, pas de tous les juifs, mais surtout au niveau économique, il faut plus que la communauté juive ait le dernier mot. Euh, Arrive progressivement, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous donner bien sûr quelques idées, arrive progressivement la période de la Shoah. Alors, avant de vous montrer les photos de Thessalonique, il y a une autre carte qui est très importante que j'ai créée, qui est dans mon livre, qui est la carte de la déportation de la triple occupation. Il faut comprendre que la Grèce va être occupée par trois puissances. Les Allemands, les Bulgares et les Italiens. Pour comprendre ce qui se passe avec la communauté juive, il faut comprendre le contexte. En 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, c'est la guerre entre Mussolini et la Grèce. Parce que Mussolini a demandé en gros à traverser la Grèce pour aller en Libye, donc à occuper la Grèce. Ioannis Metaxas, qui est le dictateur de l'époque, lui dit non. Et donc c'est la guerre entre l'Italie et la Grèce. Et sur le front albanais, les deux puissances s'affrontent. Et curieusement, la Grèce remporte la guerre de 1940. Et donc, Mussolini demande l'aide à Hitler. Donc, en 1941, au mois d'avril 1941,
Arrive Hitler et ses troupes, et la Grèce est divisée en trois. Pourquoi les Bulgares récupèrent une zone? Parce que les Bulgares et les Grecs étaient en guerre pour cette région-là, la Macédoine orientale et l'ouest de la Thrace. Et donc, ils sont alliés des Allemands, ils récupèrent également une zone. La triple occupation, ça veut dire que c'est un territoire évidemment qui est extrêmement problématique parce qu'il y a beaucoup de résistance, parce qu'il y a beaucoup de montagnes, et donc c'est difficile à gérer. Et d'ailleurs, les Allemands, notamment, et surtout, et également les Bulgares, vont être assez violents, non seulement vis-à-vis des Juifs, mais également des Grecs de manière générale. Pour reprendre un peu Thessalonique, alors en 1941, donc, arrivent les nazis à Thessalonique. Très vite, ils vont mettre en place des mesures, des couvre-feux, tout ce qu'on voit dans d'autres villes et pays en Europe. En 1941, toujours, il y a ce qu'on appelle la commission Rosenberg ou le Sonderkommando. On peut le traduire par commission. Rosenberg, c'est quoi? C'est récupérer tous les biens précieux. Vous savez qu'à Thessalonique, il y a de tout, il y a des riches et des pauvres. Bon, principalement les riches, les juifs d'ailleurs sont pauvres, hein, contrairement à ce qu'on croit. Mais en tout cas, il y a des juifs riches aussi à Thessalonique. Donc le but, c'est de récupérer les biens précieux, les œuvres d'art, etc. C'est-à-dire tout ce qui est de valeur. Donc en 1941, il y a une spoliation, si vous voulez, officielle, quoi. Et les juifs ne peuvent rien faire. 1942, un des événements les plus marquants, c'est le 11 juillet. On est un samedi, Shabbat. Comme par hasard, bon, vous savez que souvent les Allemands, les nazis utilisent des jours clés dans le calendrier juif, des fêtes ou des Shabbats pour mettre en place des opérations. Donc le jour de Shabbat du 11 juillet, on appelle ça le Shabbat noir. Les Allemands exigent que les hommes de 18 à 45 ans se retrouvent sur la place de la Liberté. Il fait très chaud en Grèce au mois de juillet. Toute la journée, ces juifs, autour de 7000 hommes, sont obligés d'attendre dans la chaleur la plus extrême. Et comme vous le voyez en bas, on leur fait faire des exercices d'humiliation, de pseudo-gymnastique toute la journée. Et donc, ils sont battus, ils sont humiliés en place publique, ils sont frappés. Après, à la fin de la journée, parmi ces 7000 hommes, 3500 vont partir, ils vont même pas avoir le temps de dire au revoir à leur famille, ils vont partir pour les camps de travaux forcés en Grèce. À l'époque, le rabbin de la ville est Tzvi Koretz. On en a parlé tout à l'heure. Lui, il est ashkénaze. Alors, c'est très curieux parce que, pourquoi il est ashkénaze? Parce que, au début des années 30, la communauté juive thessalonique est un peu, bon, ils sont principalement séfarades, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord les différentes micro-communautés. Donc, on demande à un rabbin qui vient d'Autriche, ashkénaze, qui n'a rien à voir avec les Thessaloniques, mais qui est très intelligent, cultivé et connaît bien son travail, de venir à Thessalonique et de calmer un peu les esprits. C'est pour ça qu'on demande à un ashkénaze d'arriver à Thessalonique. Motzvi Koretz parle très bien allemand, il est autrichien. Donc, il va essayer de négocier avec les Allemands. Et donc, que veulent les communautés, les Juifs de Thessalonique? C'est qu'on fasse ramener les 3500 personnes. Ce sont les plus jeunes qui sont partis dans les camps de travaux forcés. Les 19, 20, 21, 22, 25, 30 ans. Donc, il faut les faire revenir. Donc, ils négocient, dit Koretz. Alors, les nazis, ils disent, d'accord, on va faire revenir ces 3500 juifs, mais à une condition. Il faut nous donner 3 milliards et demi de drachmes. 3 milliards et demi de drachmes, c'est une somme abyssale. Ils peuvent pas, ils n'ont pas cet argent. Donc Zvikoretz essaie de demander aux autres communautés juives de Grèce, et notamment aux juifs de la zone italienne. Les juifs dans la zone italienne ne sont pas persécutés, hein, donc c'est un peu plus facile pour eux. Donc on essaie de trouver cet argent, mais il suffit pas. Alors il y a une autre négociation. Qu'est-ce qu'on fait puisqu'on n'a pas cet argent? Max Merten, qui est le chef nazi à Thessalonique, le gouverneur, dit, vous allez nous donner 2 milliards de drachmes et le milliard et demi qui reste, vous n'allez pas nous le donner, mais nous allons détruire le grand cimetière juif de Thessalonique. Ici, vous avez les photos. Alors, le grand cimetière juif de Thessalonique, c'est un cimetière qui comprend entre 300 000 et 500 000 tombes. Un cimetière qui existe depuis le moins le XIe siècle, puisque c'est au moment où en sont arrivés les séfarades. Ils détruisent tout.
Et avec les pierres tombales, ils vont utiliser les pierres tombales pour construire des routes. L'Église orthodoxe va demander aussi des pierres tombales pour construire également des églises, notamment Saint-Dimitri, qui est le grand saint de Thessalonique. Ils vont même construire des piscines, les Allemands, sur les bords de mer avec les pierres tombales. Vous avez des photos ici. Donc la destruction, c'est en décembre 42. Hein. La photo avant la destruction et puis les photos après la destruction. Au mois de février 1942 et 43, va arriver en Grèce quelqu'un qu'on connaît bien en France, qui s'appelle Alois Brunner. Alois Brunner va être responsable de la déportation des Juifs de Thessalonique. Ça veut dire de 50 000 personnes. Il faut le faire vite. Donc Alois Brunner va organiser la déportation. Au mois de février 43, les Juifs de Thessalonique vont devoir porter l'étoile, comme dans les autres pays d'Europe. Toujours en février 43, sont créés à Thessalonique trois principaux ghettos. Le plus important est le ghetto Baron Hirsch, que vous avez ici derrière. Et dans le ghetto Baron Hirsch, il y a la gare de départ. C'est là d'où partent les trains pour aller à Auschwitz. Donc c'est pratique. Le 15 mars 1943, part le premier convoi vers Auschwitz. Pourquoi j'ai parlé d'Alois Brunner? Parce qu'Alois Brunner, au mois de mai 1943, ça veut dire 2 mois après le premier convoi qui est parti pour Auschwitz, va déclarer Thessalonique Judenrein. Ça veut dire vide de juifs. Il a bien travaillé, Alois Brunner. C'est pour cette raison qu'on va lui proposer d'aller à Drancy après. Drancy, c'est un beau poste quand même pour un nazi, hein, en France. Tu as bien travaillé en Grèce, à Thessalonique, tu vas aller à Drancy. Donc, les Juifs de Thessalonique, je vais vous dire, 97% de la communauté est exterminée. C'est très bien organisé. Euh, si vous revoyez cette carte, ici, vous avez Thessalonique. Thessalonique, les Juifs qui partent entre mars et août 1940, le dernier convoi de Thessalonique part en août 1943. Ils partent principalement pour Auschwitz. Alors, ils traversent donc les Balkans pour arriver à Auschwitz. Le trajet entre Thessalonique et Auschwitz, c'est entre 7 et 12 jours. 12 jours, on va parler après d'Athènes, où c'est au moins 2 semaines. Ça veut dire que c'est le trajet le plus long d'Europe, de Grèce, puisque c'est le plus loin. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de Juifs qui vont même pas arriver vivants à Auschwitz, puisqu'ils sont morts dans le train. Les Allemands, en 1943, vont déporter les Juifs de cette zone-là, Thessalonique, Veria, une très belle communauté, également Florina, mais aussi les communautés qui sont ici à la frontière avec la Turquie. Mais en 1943, la même période au mois de mars, les Bulgares vont faire exactement la même chose avec les 4500 Juifs qui se trouvent dans cette région. Drama, Kavala, Xanthi, Serres, Komotini, l'île de Samothrace. 4500 Juifs dans cette région vont être déportés par les Bulgares. Les Bulgares seront aussi violents que les Juifs, aussi violents que les Allemands, pardon. Curieusement, je fais une petite parenthèse, les Juifs de Bulgarie ne seront pas déportés. Zéro. Par contre, les Juifs sous domination bulgare en Grèce seront déportés massivement. Même pas un ne va revenir. Et vous savez pourquoi? De cette région, personne ne va revenir? Parce que ces Juifs qui sont déportés par les Bulgares, ils vont aller à Treblinka. Et Treblinka, c'est un camp de la mort où il y a très peu de gens qui sont sélectionnés pour le travail. Et donc, il y a quasiment personne qui sort vivant de Treblinka. Et ces Juifs-là qui vont partir à Treblinka, ils vont aller à Sofia, dans des camps, à côté de Sofia, dans des camps de travaux. Après, ils vont aller à Lom, sur les bords du Danube. Ils vont être mis dans un bateau pour arriver à Vienne. Et de Vienne, il y a un train qui va les récupérer pour les amener à Treblinka. 1 mois de trajet. Ça veut dire qu'ils partent de 3 mars 43 et ils arrivent début avril 43 à Treblinka. Quelques photos juste après. Alors, voilà, ici, vous avez quelques photos de Yad Vashem avec des Juifs de la zone bulgare. Euh, Ici, on voit cette femme qui sourit. Pourquoi? Parce qu'on leur dit qu'ils vont aller sur les bords de la mer Noire et sans doute on va les envoyer en Palestine. Donc, ils sont leurrés, ils pensent qu'ils iront en Terre Sainte, ces gens. Ici, vous voyez ces bateaux, en fait, qui vont traverser le Danube pour arriver à Vienne. Il y a 3 bateaux qui vont partir de l'Homme pour arriver à Vienne et qui comprennent des Juifs de la zone bulgare.
Euh, 1943, au mois de septembre 43, Mussolini capitule et donc la zone italienne va tomber dans les mains des nazis. Donc dans cette zone-là, aussi les nazis vont déporter massivement les juifs. De Thessalonique vont partir 21 convois en 43. En 44, de avril 44 jusqu'à août 44, vont partir 3 convois d'Athènes. Et ces convois d'Athènes vont partir de la capitale pour aller à Larissa et après ils vont aller à Auschwitz. Pourquoi? Parce qu'à Athènes, ils récupèrent les Juifs de Corfou, de Patras, de Rhodes, de Kos, et à Larissa, ils récupèrent les Juifs de la Grèce centrale, ce qu'on appelle ici la Thessalie et l'Épire. C'est très organisé, hein, vous avez vu, hein, très bien organisé. Tout ce qui est en noir, c'est des camions, tout ce qui est en bleu, c'est des bateaux, et tout ce qui est en petits points noirs, c'est les rails. Donc c'est très bien organisé. On utilise tous les moyens pour déporter les Juifs. Par exemple, vous avez une photo qui est très connue parmi les photos de la Shoah en Grèce. La plus connue, c'est cette photo-là. Ce sont les Juifs de Ioannina. Ioannina, ici à la frontière presque avec l'Albanie, c'est ce qu'on appelle la capitale des Romagnotes. La majorité des Juifs de Ioannina, 1800 personnes, étaient Romagnotes. Et donc ces Juifs-là sont mis dans des camions pour être envoyés à Larissa puis à Auschwitz. Cette femme, elle s'appelle Fanny Chaim. Fanny Chaim, elle pleure parce qu'en fait, ils ont séparé les hommes et les femmes avant de les mettre dans les camions. Elle va aller à Auschwitz, elle va survivre, Fanny Chaim, elle va partir aux États-Unis. Elle est morte il y a quelques années, hein, récemment, je veux dire. C'est parmi les photos les plus connues et d'ailleurs, on l'appelle la femme qui pleure. C'est le titre qu'on a donné, si vous voulez, à cette photo. Et cette photo, je l'ai mise dans mon livre parce que c'est une photo très connue. Et regardez la source, c'est les archives fédérales d'Allemagne. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui a beaucoup d'archives également sur les Juifs. Yad Vashem, mais également l'Allemagne. Euh, Par contre, dans la région ici, si vous voulez, de Grèce, comme ils ont entendu ce qui s'est passé à Thessalonique en 43, beaucoup de Juifs ont le temps de s'organiser. Par exemple, à Athènes, alors qu'à Thessalonique, le rabbin Zvikorets a donné les listes, et à cause du rabbin, ben, les Juifs ont été massivement déportés, il faut le dire, parce qu'il a donné les listes, le rabbin. À Athènes, le rabbin Elias Barzilai a refusé de donner les listes. Donc ça veut dire que la majorité des Juifs d'Athènes ont réussi à se cacher dans les montagnes aux alentours. Tout ça pour vous dire que le rôle des rabbins est extrêmement puissant à cette époque-là parce que c'est lui qui donne les listes, c'est le chef de la communauté, le rabbin. Et donc dans ces régions-là, notamment à Larissa, à Volos, à Trikala, la résistance va jouer également un rôle important et dans ces communautés, beaucoup de juifs vont être sauvés. Par exemple, à Larissa et à Volos, 30% des juifs sont déportés, 70% des juifs ne sont pas déportés. Alors à Corfou, parce que c'est très compliqué de se cacher, c'est une île sur les presque 1700 juifs, quasiment tout le monde est déporté. En Crète, très curieux, regardez le petit bateau, là, ils ont arrêté les juifs de Crète, autour de 350 personnes, on est en juin 44, mais regardez le bateau qui part pour aller vers Athènes, il n'arrive jamais. Pourquoi? Regardez ici, vous avez la photo de ce fameux bateau, c'est le Tanaïs. Ce bateau-là est parti de Crète avec les Juifs de Crète pour arriver à Athènes et en fait, il a été torpillé par les Anglais au large de Santorin parce que les Allemands avaient brouillé les pistes, si vous voulez, et les ondes et donc ils pensaient que c'était un bateau de guerre et donc ils l'ont torpillé et donc tous les Juifs de Crète sont morts au large de Santorin, quoi. Ils sont dans les fonds, quoi, dans les fonds marins, tout simplement. Donc cette histoire des Juifs de Crète, qui sont là depuis l'Antiquité, les Juifs de Crète, hein, elle disparaît dans la mer Égée. Les derniers à être déportés, ce sont les Juifs de Rhodes, très vieille communauté également, les Juifs de Rhodes. Vous avez 1650 personnes qui sont arrêtées le 23 juillet dans l'extrême chaleur. Ils sont mis dans des bateaux. Ils sont envoyés à Samos, ici, parce qu'à Samos, il y a un autre bateau avec les Juifs de Kos, 98 Juifs, qui vont les rejoindre. Et ces bateaux vont aller à Athènes. De Rhodes pour arriver à Athènes, il faut 8 jours. Dans l'extrême chaleur, ils sont dans les sous-sols, et donc des gens vont mourir avant d'arriver à Athènes. À Athènes, il y a un camp de transit qui s'appelle Chaivari, c'est comme le Drancy en France. Il fait extrêmement chaud et le 3 août 1944, les derniers Juifs à être déportés de Grèce et d'Europe, ce sont les Juifs de Rhodes, et qui vont arriver le 16 août.
Ils ont été arrêtés le 23 juillet à Rhodes, ils sont arrivés le 16 août à Auschwitz. Donc, un mois de déportation, 3 semaines. Hein. Euh, je vous ai mis une photo de Samuel Modiano, qui est un rescapé de Rhodes. Il avait 14 ans quand il a été déporté. C'est parmi les seuls juifs de Rhodes qui est revenu. Il a perdu toute sa famille. Il habite aujourd'hui toujours à Rome. Dans la version française, vous allez voir qu'il y a un grand témoignage de Samuel Modiano que j'ai intégré dans le livre. Euh, tout ça pour vous dire, quels sont les chiffres? Les chiffres sont les suivants. Autour de, je dis autour d'eux parce qu'on n'a pas les chiffres exacts. Les nazis ont détruit pas mal d'archives et donc on n'a pas les chiffres exacts des juifs déportés, des juifs tués pendant la Shoah. On pense qu'ils sont autour de 65 000. 62 000 juifs qui sont déportés de toutes les régions que vous avez vues, des 3 zones. Alors, les Italiens n'ont pas déporté les Juifs. Ils ont même parfois aidé les Juifs, hein, mais la zone italienne va être récupérée par les Allemands. Mais en tout cas, de Grèce vont être déportés autour de 62 000 Juifs, plus 2 500 Juifs qui vont mourir en Grèce avant d'être déportés parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont fusillés, parce qu'ils sont torturés, etc., etc. Donc, ça fait autour de 65 000 Juifs. Ça correspond à presque 90% de la communauté. Entre 83 et 92% de la communauté. On est autour de 87, peut-être pour être plus exact. C'est un des chiffres les plus élevés d'Europe, proportionnellement à la population. Hein. Après la Pologne, la Hongrie et la Lituanie, les Juifs de Grèce, c'est un pourcentage très élevé. Euh, En 1945, 2000 Juifs vont rentrer des camps, notamment d'Auschwitz. Plus 8000 juifs qui vont sortir de leur cachette. Il y a 8000 juifs en Grèce, autour de 8000 juifs qui se sont cachés, ça fait 10 000. 10 000 juifs après la Shoah. En Grèce, en 1946, commence la guerre civile, entre communistes et royalistes, plutôt entre forces occidentales et forces pro-communistes. Donc ça veut dire que la guerre s'arrête en Grèce en 1950, 1949-1950. Donc la guerre continue. Pour cette raison, sur les 10 000 juifs qu'il y a en Grèce après la Shoah, autour de 5 000 vont partir. La moitié. Ils vont partir où? Soit en France, soit aux États-Unis. Pour la plupart, ils vont partir en Israël. Palestine qui va devenir Israël. Pourquoi? Parce que le mouvement sioniste continue à recruter après la Shoah. Le mouvement sioniste a besoin de construire l'État. Le mouvement sioniste sait très bien qu'au moment de la construction et la déclaration de l'État d'Israël, il y aura la guerre avec les pays arabes. Il faut notamment des jeunes. Et d'ailleurs, les Juifs de Grèce qui vont partir en Palestine vont perdre la nationalité grecque. Pourquoi? Parce qu'en Grèce, tu es obligé de faire le service militaire, notamment les hommes. Et quand tu es parti, ça veut dire que tu n'as pas accepté de faire le service militaire, donc tu perds ta nationalité. Aujourd'hui, l'État grec redonne la nationalité à ceux qui le souhaitent. Hein. Ici, vous avez Mimika Samoïdou, un autre témoignage que vous allez retrouver dans mon livre. C'est une enfant cachée. Elle avait 17 ans à Athènes. Elle s'est cachée grâce à un réseau de résistance, grâce à un prêtre, parce qu'en Grèce, il y a aussi des prêtres qui ont caché des juifs. Notamment, alors à Athènes, la police, l'Église, ainsi que le rabbin, avec la résistance communiste, travaillent ensemble pour cacher les juifs. C'est pour ça qu'à Athènes, beaucoup de juifs ont réussi à se cacher. J'ai parlé des gens qui ont caché des juifs. Je vais vous montrer une île ici, l'île de Zakynthos, Zanté. Alors à Zakynthos, c'est une île. En 1944, les nazis demandent la liste des juifs. Le maire de l'île, Lucas Carrère, ainsi que l'évêque de l'île, Chrysostome, donnent les listes des juifs. En fait, il n'y a pas de liste des juifs. Ils donnent une liste avec 2 noms, leurs propres noms. Ça veut dire qu'ils ont refusé de donner les noms. 275 juifs à Zakynthos, à Zanté, vont être cachés dans les montagnes. Heureusement, c'est la fin de la guerre et le débarquement. Donc les nazis vont progressivement partir. Donc ils vont aider et ils vont cacher tous les juifs. 0 juif sera déporté de Zakynthos. C'est le Chambon-sur-Lignon, si vous voulez, de Grèce. Mais il y en a d'autres. Par exemple, ici à Karditsa, il y a 82 juifs. Personne ne sera déporté. Parce que les gens, avec l'église, avec le maire, vont faire en sorte de cacher les juifs. Et personne ne dira rien. À Katerini aussi, 32 juifs, personne ne sera déporté. Il y a comme ça des petits coins où les juifs ont été sauvés par les locaux.
Il y a une collaboration en Grèce, notamment à Thessalonique, il ne faut pas le nier. Ils récupèrent des biens, ils récupèrent les ressources. Par exemple, à Thessalonique, il y a 2300 magasins et entreprises qui ont été récupérés principalement par des Grecs. Il y a la collaboration. Mais il y a aussi ceux qui vont cacher et ceux qui vont aider. Comme en France et comme dans tous les pays. En Grèce, par exemple, aujourd'hui, vous savez qu'il y a autour de 365 justes. Je dis autour d'eux parce que vous savez que ce sont des chiffres qui évoluent tous les ans. Tes 365 justes, il y a bien sûr Chrysostome et Lucas Carrère de Zakynthos, mais il y en a plein d'autres. Il y a des gens qui sont connus, des chefs de police, par exemple à Athènes, Angelos Sévert, mais il y a aussi des gens qui sont dans les villages et qui vont aider les juifs et qui vont avoir le titre de juste parmi les nations. 365 justes, proportionnellement à la population de la Grèce, c'est autant qu'en France. Autant de justes qu'en France. On est autour de 3500, 4000, il me semble, là, en France. Après la guerre, donc la situation est très difficile malgré tout. Euh, la Grèce va tourner la page et donc la mémoire de la Shoah évidemment sera oubliée comme dans tous les pays. En France, on commence à parler de la Shoah pendant les années 80-90. En Grèce, c'est maintenant. Le réveil mémoriel en Grèce, c'est maintenant. Aujourd'hui, toutes les grandes villes de Grèce où il y avait des communautés juives ont un mémorial, une stèle, je veux dire. Mais ces stèles-là ont été mises en place à partir de la fin des années 90. C'est-à-dire que le réveil mémorial, encore une fois, se fait les 20 dernières années. Ici, vous avez sur la place de la Liberté, où il y a des Juifs, vous vous souvenez, les hommes qui ont été rassemblés à la place de la Liberté, il y a cette menorah en flammes. Ici, c'est l'université Aristote à Thessalonique. L'université Aristote a été construite sur le lieu où il y avait le cimetière, hein. Et donc aujourd'hui, vous savez, cette stèle et cette plaque commémorative ainsi que cette menorah, vous avez vu, qui est volontairement, si vous voulez, courbé. Ce monument a été érigé en 2014. Donc encore une fois, regardez le récent travail de mémoire qui est fait en Grèce aujourd'hui. D'autres mémoriaux, le plus important peut-être qui englobe l'ensemble des Juifs de Grèce, à Athènes. Ce mémorial a été mis en place en 2010, encore une fois restant. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est à Athènes, dans le cœur historique, vous avez cette Magen David qui est cassée sur ses côtés. Et chaque côté montre une direction. Et ici, regardez, en bas, vous avez les noms des villes. Quand vous faites un zoom, vous avez en fonction de la direction toutes les villes où il y a eu des déportations. Ça veut dire plus de 30 villes en Grèce. Ça, c'est le musée juif d'Athènes, qui a beaucoup d'archives et très intéressant à visiter si jamais vous venez à Athènes. Mais il y a plein d'autres. Alors, il y a beaucoup de destructions pendant la Shoah, mais il y a aussi quand même pas mal de synagogues qui sont encore debout en Grèce aujourd'hui. Et la Beth Shalom, la synagogue séfarade d'Athènes, construite en 1935, par exemple, vous avez vu le style un peu néoclassique, hein. Vous avez Thessalonique, la synagogue des monastériotes, la plus grande. Il y a trois synagogues aujourd'hui à Thessalonique. La plus grande, c'est celle des monastériotes. Pourquoi monastériotes? Parce que ce sont des juifs de Monastir. Monastir, c'est la Macédoine du Nord aujourd'hui, qui sont arrivés donc de Bitola. Bitola aujourd'hui, c'est la ville de Monastir avant, et qui ont construit cette synagogue. C'est pour ça qu'on l'appelle la monastériote. Vous avez la synagogue Etzraïm en Crète, Lacanée. Il y a une petite communauté juive à Lacanée aujourd'hui. Et donc cette photo montre la communauté juive et la synagogue après la Shoah, une destruction totale. Il y avait plus personne en Crète après la Shoah. Et après, bon, certains juifs sont revenus, en tout cas des juifs d'autres villes, et qui ont reconstruit cette synagogue avec une synagogue, si vous voulez, qui est reconstruite en 1997, encore une fois, très récemment. La synagogue de Khalkiv, dans le nord d'Athènes, 1850, une vieille synagogue, par exemple. La synagogue de Corfou. Corfou, la synagogue Scuola Greca, on l'appelle en italien, qui est l'école grecque, parce que c'était aussi l'école. Et devant, il y a une plaque ici où il y a écrit le nom d'Albert Cohen, parce qu'Albert Cohen est né à Corfou. Et je rappelle qu'il est parti après à Marseille à l'âge de 5 ans. Les Juifs de Corfou ont été massivement déportés, hein. Euh, bon, je vais finir avec quelque chose qui n'est pas terrible, mais en même temps, je vais finir sur une note d'espoir. Bon, bien sûr, pendant la crise, il y a eu des manifestations néo-nazies, et donc ça a été un peu compliqué, avec notamment ici, regardez le mémorial d'Athènes qui est vandalisé. Il y a eu beaucoup de vandalisme pendant la crise, mais curieusement, la Grèce est en train de partir, de tourner la page de la crise. Et donc, il y a de moins en moins de vandalisme. Il n'y a pas d'acte antisémite sur les personnes en Grèce, ce qu'on retrouve en France, dans d'autres pays. Ici, en Grèce, on ne l'a pas. C'est moins tendu que dans d'autres pays, notamment depuis le 7 octobre. Euh,
le gouvernement grec est très proche d'Israël, notamment à cause du capricieux voisin turc. Donc la Grèce, Chypre et Israël aujourd'hui ont des liens très forts pour contenir ce voisin turc qui est un peu problématique. Et donc, si vous voulez, plus les liens avec Israël sont forts, et moins il y a de préjugés sur les Juifs. Il y a, depuis 2007-2008, la Shoah est enseignée à l'école. Moi, par exemple, j'ai fait ma scolarité en Grèce, j'ai passé mon bac en 2003, on n'a jamais parlé de la Shoah. Depuis 2007-2008, on fait des travaux sur la Shoah. On construit des mémoriaux. Les liens avec Israël sont forts. L'année dernière, il y a eu 420 000 touristes israéliens en Grèce. Hein. Tous ceux qui ne partent plus, alors nous, ça nous arrange, hein, parce qu'ils partent plus en Égypte, ils partent plus en Turquie, ils viennent chez nous, donc c'est très bien. Beaucoup d'investissements israéliens. L'économie, c'est aussi un lien avec la mémoire, parce qu'encore une fois, plus il y a d'investissements israéliens, plus les gouvernements, évidemment, ont des liens, et plus on avance aussi sur la mémoire. Donc, malgré la période de crise, malgré un antisémitisme qui peut encore exister, des préjugés, il y a aujourd'hui un âge d'or, si vous voulez, des liens entre Israël et la Grèce. Et ça aide aussi l'histoire. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler des heures. Et donc, je serai très heureux de répondre à vos questions. Et je suis encore une fois désolé. Je vais changer le diapo. On va mettre le diapo. Je suis désolé, j'ai pas pu tout vous raconter parce que l'histoire est très grande. Mais j'espère que je vous ai donné quelques informations pour que vous ayez une idée. Je vais arrêter le PowerPoint comme ça, je vous vois un peu mieux et je réponds à vos questions si vous voulez. Extrêmement passionnant et sujet méconnu. Hein, la carte que vous avez faite, c'est une carte que, enfin, je pense que avant, il n'y avait pas de carte déportation avant vous. Non, Alors, non. c'était vraiment tout à fait. Alors, ce que je propose, normalement, on n'enregistre pas les questions, mais ce que je propose, parce que je pense, hein, je crois deviner que les questions seront toutes intéressantes, que cette fois, si, euh, si vous intervenez, ça veut dire que vous acceptez que d'être enregistré. Et si vous ne le souhaitez pas, vous dites, je ne veux pas être enregistré. Je vais utiliser le privilège qui est le mien, celui de l'animatrice, pour poser deux questions rapides à Anastasio. La première question, les Juifs de Ioannina, est-ce qu'ils étaient des Juifs romagnotes? Oui, C'est-à-dire quasiment la quasi-totalité, ce sont des juifs arméniens. c'est-à-dire qu'ils étaient en Grèce depuis l'Antiquité. Oui, Comme ceux tout à qui ont, fait. comme ceux qui ont disparu de Crète dans la mer Égée. Et une autre question, alors, les Juifs sous occupation bulgare de Grèce ont été déportés, exterminés. Et pourquoi les Juifs de Bulgarie ne l'ont pas été si l'on suit cette logique épouvantable? Pourquoi? Ce sont deux cas de figure complètement différents. Ça veut dire que la politique des Bulgares en Grèce doit correspondre à la politique des Allemands, puisqu'ils sont très proches. Par contre, en Bulgarie, les Allemands ne vont pas occuper la Bulgarie et donc les Bulgares auront le dernier mot. Et en Bulgarie, je suis pas spécialiste de la Bulgarie, mais Oui, en bien tout sûr, cas, je sais. Oui. quelques informations, je peux vous les donner. C'est qu'il me semble qu'il y avait 50 000 juifs en Bulgarie. L'Église ainsi que les autorités politiques se sont mis d'accord pour protéger la communauté juive parce que cette communauté s'était toujours bien intégrée dans le pays, avait de liens très forts, notamment avec les autorités religieuses, et donc pour leur mérite, on va dire, ils ont accepté de ne pas les déporter. Alors, ce qui est très bien, et bien sûr le gouvernement bulgare a été remercié, etc., pour avoir sauvé tous les juifs, ce qui est quand même très rare. Néanmoins, je prends du recul, et c'est vrai que si les Allemands avaient eu davantage de temps, sans doute qu'ils auraient demandé les Juifs de Bulgarie. J'ai envie de dire, ma mère d'ailleurs qui est ici, que je salue, bonjour maman, qui est de Tunisie, les Juifs de Tunisie, ils ont connu une occupation quand même de 9 mois, ils voulaient déporter les Juifs de Tunisie par exemple, les Juifs d'Afrique du Nord, mais ils n'ont pas eu le temps. Sans doute qu'avec la Bulgarie, ils auraient fait la même chose. S'il y avait eu plus de temps, ils l'auraient demandé, mais en tout cas, jusqu'au moment où les Allemands capitulent, les Bulgares refusent de déporter les Juifs. Merci. Donc, je vais donner la parole. Je crois qu'il y a Nicole Cohen-Haddad et après Sacha Balder, notre érudit. Je vous en prie, Nicole. Merci. Alors, j'ai deux questions. Alors, une, c'est de l'os.
J'étais en Grèce et quand j'étais à Delos, donc on avait des guides pour et ils nous ont expliqué que en fait, disons, je crois 1500 ans avant, il me semble 1000 ou 1500 ans avant, en tout cas, à Delos, il y avait des gens de vraiment de tellement différents endroits et ils faisaient du commerce et on nous a montré même les, entre guillemets, les faux marbres sur les murs, etc., etc. Et que, en fait, les Grecs, si j'ai bien compris, en tant que Grecs, sont venus après, c'est-à-dire plus, disons, 700 ans enfin, voilà, c'est un petit peu, j'ai un petit peu un flou là-dessus. Est-ce que, il y avait des Juifs et d'autres disons 1000 ou 1500 ans avant Jésus-Christ à Delos? C'est ma première question. Alors, ce Alors qui est voilà, donc sûr, je vais laissez répondre Anastasia répondre. progressivement comme Je ça, vais, je pour vais que vous les gens poser la comprennent. deuxième, je vais vous poser la deuxième question. C'est Rapidement, hein. Oui. oui, la deuxième. Non, la deuxième, c'est pas une question, c'est que en fait, donc quand j'étais à Salonique, donc on a fait la visite de Salonique, il y avait un guide, etc., qui n'était pas juif, mais c'était vraiment incroyable. C'est-à-dire toutes les informations que j'avais eues, j'étais impressionnée. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas juifs à Salonique, j'ai eu l'impression que ils étaient vraiment, ils voulaient vraiment redonner toute l'information sur tout ce qui avait été juif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, une espèce de truc très positif que j'ai ressenti. Voilà. Alors Voilà, maintenant, voilà, le réveil Euh, mémorial dont nous parlait Anastasia. oui. Si, Alors, Anastasia. pour Délos, ce qui est sûr, c'est que nous n'avons aucune trace en Grèce de Hmm, juifs avant le quatrième siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que je ne peux pas vous dire ce qu'il y avait en 1500 avant Jésus-Christ à d'accord, partir du moment où on n'a pas de trace. d'accord. Ce qui est sûr, c'est que Délos, c'est une île qui prend de l'importance à partir du cinquième siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le moment où on a l'âge d'or à Athènes, la démocratie athénienne, etc. Donc, je doute qu'il y ait des Juifs à Délos avant le cinquième siècle avant Jésus-Christ. En tout cas, il n'y a pas de trace. Quoi qu'il arrive, je peux rien dire parce qu'il n'y a pas de trace. C'est bon, c'est Après, pour finir, les Juifs, mais pas seulement les Juifs, mais également les Grecs et non-Juifs, vont partir de Délos autour du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ à cause des pirates, des différents envahisseurs. C'est une île qui est assez exposée, donc tout le monde va partir. Il n'y a pas de persécution de Juifs, si vous voulez, à Délos. non, j'ai pas, oui, j'ai pas pensé à ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Sacha Balder, je t'en prie. Bonjour, merci pour votre exposé. J'ai une petite question. Donc, quand j'ai beaucoup travaillé avec les listes des Juifs déportés donc les victimes de la Shoah en Grèce, et en même temps, j'ai vu qu'il y a des endroits que vous avez évoqués, Zakynthos, Karditsa ou Chalkis, où la plupart des Juifs étaient sauvés. Et donc, ma question est, est-ce qu'il existe, est-ce que vous avez rencontré quelque part une liste des survivants? Alors, des listes de survivants. Il n'y a pas de liste de survivants. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était difficile, c'est d'aller dans chaque communauté, là où il y en a encore une aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de communautés où il n'y a plus rien. Ils ont détruit les synagogues, les cimetières, il n'y a rien. C'est-à-dire, dans le nord de la Grèce, par exemple, là, dans la zone bulgare, il n'y avait rien après la Shoah jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé après de voyager dans toute la Grèce pour aller récupérer des informations dans chaque communauté. Néanmoins, il y a une liste qui est faite après la Shoah par le rabbin Molcho, qui était de Thessalonique, sur combien de juifs avant la Shoah et combien de juifs après la Shoah. Et donc, mais cette liste, on sait qu'elle est inexacte. Et donc, on a des estimations de gens après la Shoah, mais malheureusement, on n'a pas tous les noms des personnes. Et en plus, beaucoup ne sont pas restés en Grèce, sont partis en Israël, ou d'autres sont partis aux États-Unis. Et donc, comme ils sont éparpillés, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de donner les noms de tous les survivants. Je vais juste parler aussi de Thessalonique, parce que tout à l'heure, la question a été posée sur Thessalonique. Et donc, oui, aujourd'hui, il y a un réveil mémorial à Thessalonique. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites à Thessalonique. Après, encore, on a beaucoup de travail parce que les Saloniciens et les Grecs commencent seulement à connaître tout doucement leur histoire, hein. Donc, je suis pas sûr que tous les Saloniciens connaissent bien l'histoire des Juifs et l'importance des Juifs avant la Shoah, notamment dans la ville, hein. Mais nous sommes en train de le faire. Et d'ailleurs,
enfin, il faut lire, enfin, je ne l'ai pas assez dit, il faut lire votre livre, puisque cet aperçu absolument passionnant donne vraiment très, très, très envie pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Joël? Je me demandais, vous avez parlé d'un rabbin, je crois, celui de Thessalonique, qui a donné les listes de juifs aux nazis. Est-ce qu'on sait Alors, pourquoi il a fait ça? Zvicoret. Alors, je vais vous dire, c'est le sujet le plus difficile et le plus brûlant de la Shoah en Grèce. Zvicoret. Qu'est-ce qui s'est passé à Zvicoret? Alors, si vous parlez aux survivants de la Shoah, malheureusement, il n'y en a quasiment plus, mais quand on parle quand même, j'ai eu la chance de rencontrer des survivants, ils voulaient pas entendre parler de Zvicoret. Ah, Et d'ailleurs, on le voit dans certains livres de survivants qui ont été traduits en français. Par exemple, vous avez Shlomo Venezia qui a écrit Sonderkommando qui venait de Thessalonique, qui a été traduit en français, Sonderkommando, et il parle de Thessalonique. Il y a Jacob Strumza, le violoniste d'Auschwitz, qui était de Thessalonique également. Tout cela vont parler de Zvicoret. Zvicoret, en effet, faut le dire, il a collaboré. Parce que c'est par lui que passaient les listes. Il a été arrêté par les nazis 3 fois. Elle a été mis en prison en résidence surveillée 3 fois. Malgré cette arrestation, visiblement, il a essayé au départ de résister. Il s'est fait arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces semaines et mois d'arrestation parce qu'il a été arrêté 3 fois? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Ben, on ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est que bon, sans doute qu'il avait peur, sans doute que les Allemands, parce que ça ils le font souvent, ils lui ont fait croire qu'en collaborant, ça allait être plus facile pour la communauté. Donc ça, on lui laisse cette cette opportunité. On sait également que malgré le fait qu'il ait donné les listes, malgré le fait, ce qui est tragique également, qu'il a fait croire aux Juifs qu'il allait être déporté, qui vont être accueillis par les Juifs de Cracovie, qui vont être bien accueillis là-bas. Et donc, c'est un mensonge. Alors, qu'est-ce qu'il savait réellement d'Auschwitz? Point d'interrogation, mais sans doute qu'il avait quelques informations. Par contre, au mois de avril 1943, un mois après les premiers convois, il va aller voir à Athènes, en cachette, le gouvernement collaborateur. Il y a un gouvernement collaborateur en Grèce, un gouvernement fantôme, hein. Il n'a pas du tout les pouvoirs qu'a, par exemple, Pétain. Un gouvernement juste qui valide. On sait qu'il est arrivé à Athènes en cachette et qu'il est tombé, mais vraiment tombé par terre en pleurant et en demandant au Premier ministre collaborateur d'arrêter les déportations. Ça, c'est en avril. Donc, vous avez vu que c'est extrêmement compliqué. Sans doute aussi, vous savez qu'il avait sa femme et son fils à Thessalonique. Sans doute qu'on lui a dit que s'il allait collaborer, sa famille allait être sauvée. probablement, oui. Mais il a été déporté comme tout le monde. Bien Puisque, sûr. alors, il n'est pas déporté par contre à Auschwitz, hein. Il est déporté au début du mois d'août. Le dernier convoi qui part de Thessalonique, c'est au début du mois d'août 43. Et ce convoi, il est composé des personnes importantes de la communauté juive, ainsi que les juifs de nationalité espagnole. Parce qu'il y avait des juifs de nationalité espagnole, et comme Franco avait des liens avec Hitler, ceux-là ne sont pas partis à Auschwitz, ils sont partis à Bergen-Belsen parce que les conditions de vie sont terribles, mais sont quand même meilleures qu'Auschwitz. On compare ce qui n'est pas comparable, mais elles sont meilleures qu'Auschwitz. Il n'y a pas de chambre à gaz, hein, Bergen-Belsen. Et donc Zvicoret va mourir, ce qui est curieux, le jour de la libération à Bergen-Belsen. Par contre, comme il y a un camp des familles à Bergen-Belsen, sa femme et son fils vont survivre et vont partir en Israël. Tout ça pour vous dire que Zvicoret, je ne peux pas vous dire c'était le monstre. Ce qui est sûr, c'est que grâce à son aide, les Allemands ont pu faire le travail très vite, parce que 97% en 2 mois, je veux dire, hein, jusqu'au mois de mai, puisque c'est Judenrein au mois de mai. Mais est-ce qu'il a essayé de sauver de l'autre côté? Oui, parce qu'il a même essayé de gonfler les listes des juifs, des hommes qui devaient travailler dans des camps de travaux forcés en Grèce pour pas qu'ils soient déportés. Donc vous avez vu, en tant qu'historien, j'essaie de montrer l'ensemble des informations, mais ce qui est sûr, c'est que sans Zvicoret, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour les Allemands. Merci, merci. Sacha, tu voulais poser une autre question? Et Oui, une petite Emmanuel question. aussi?
Petite question aussi par rapport quand vous avez parlé des vagues de migration et dans la deuxième vague, vous avez parlé des Ashkénazes. Donc, qu'est-ce que vous entendez vraiment par cette vague? Parce que autant la première, troisième, quatrième, ça c'est très connu. Mais la deuxième, Ashkénaze, quels sont, sur quelle base vous parlez de cette vague? Donc, il y a bien sûr quelques Ashkénazes en Crète, il y a les Del Médico, il y a quelques autres, mais vagues de migration. Alors, je peux pas vous donner les chiffres exacts parce qu'on les a pas de toute façon, parce qu'ils sont pas enregistrés en arrivant. Quoi qu'il arrive, nous savons en tout cas que dans différentes villes, des juifs ashkénazes. Alors quand je dis ashkénazes, c'est très précis. C'est pas tous les ashkénazes d'Europe, hein. C'est les juifs allemands et des juifs de l'actuelle Hongrie. C'est ceux-là qui vont arriver en Grèce. Combien? On ne sait pas, on n'a pas les chiffres exacts. Mais ce qui est sûr, c'est jusqu'à la Shoah, on sait qu'il y a des juifs ashkénazes en grec qui sont arrivés durant le Moyen Âge. Malheureusement, sur les juifs séfarades, on a des estimations. Sur les juifs ashkénazes, on n'a pas d'estimation. Quand j'ai étudié la liste des Juifs, il y avait une communauté ashkénaze à Salonique depuis le Moyen Âge jusqu'au XXe siècle. Et donc, quand je regarde les noms des Juifs qui sont dans cette communauté, c'est que des séfarades, en fait, Ça qui veut rien ont, dire, hein. pour des raisons familiales ou pour différentes raisons. Donc, en fait, il n'y a pas de traces. Je pense que c'était une communauté vraiment éphémère, en fait, il ne restait pas sur et les Hongrois, oui, bien sûr, c'est à l'époque de Je, 150 je, ans. je suis pas sûr qu'ils soient si éphémères que ça, notamment à Thessalonique, parce qu'à Thessalonique, on sait qu'ils ont leur synagogue. Il y a une synagogue romagnote, il y a une synagogue, je parle avant la Shoah, bien sûr, hein, et il y a une synagogue ashkénaze à Mais est-ce que c'est les Thessalonique. mêmes depuis le Moyen Âge ou parce que là, si on commence à parler de Corrèze, il n'a rien à voir. Et Ah, correct, ça n'a rien à voir avec les Juifs qui arrivent au Moyen Âge, hein, bien ça je sûr. l'ai bien expliqué. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'informations, c'est que beaucoup de Juifs ashkénazes qui étaient notamment dans les villes où les séfarades se sont imposés, ils ont aussi quelque peu adopté le mode de vie des séfarades et parfois des ashkénazes ont récupéré progressivement, encore une fois, des noms séfarades parce qu'ils sont adaptés à la culture. Et donc, c'est pas parce que le nom semble séfarade qu'il l'est forcément, en tout cas dans certains cas. D'accord. Merci. Excusez-moi, j'avais une question, je ne sais pas si je peux prendre la parole ou la Oui, poser. oui, Excuse- est-ce que vous pourriez simplement dire votre nom? Oui, alors moi, c'est pas du tout indiqué parce que j'ai un peu raté ma connexion. Donc, c'est Rousseau, donc c'est mon épouse Michel qui est adhérente. Oui, Et donc, c'est une question en fait plus personnelle. Donc, je ne sais pas si c'est bien le lieu, mais ça concerne les Juifs de Tunisie, dont mon épouse est issue, et sa mère est Guetta, donc née Guetta, et le père de ma belle-mère, en quelque sorte, est juif, nationalité grecque, sur les documents d'état civil en Tunisie. Et je pense que ça vient au moins du 19e siècle. Et je me demandais quelle était la trace, en fait, de ces juifs grecs, Guetta, Hum. arrivés en Tunisie dans les siècles antérieurs. Alors là aussi, on est sur des eaux troubles. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y a des juifs grecs qui vont partir au 19e siècle et au début du 20e vers l'Afrique du Nord. Combien, évidemment, on ne sait pas. L'Afrique du Nord, c'est pas très loin hein, par rapport à la Oui, Grèce. Ils vont partir beaucoup en Égypte. Par exemple, on a retrouvé des traces des Juifs de Corfou en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y a aussi des Grecs non juifs, mais aussi des Juifs grecs, hein. L'Égypte a de très forts liens avec le monde hellène. Et sans doute qu'il y a certains Juifs qui seraient partis vers la Tunisie. Encore une fois, c'est pas très loin de l'Égypte, c'est pas très loin de la Grèce. Et donc, comme là-bas, il y avait des communautés où il y avait un développement économique, où il y avait la présence de la France qui permettait aussi le développement économique des Juifs, où il y avait la liberté de culte. Il n'y avait pas trop de pogroms, il y avait des tensions avec les Arabes, mais il n'y avait pas trop de pogroms. Sans doute qu'il y avait des Juifs de Grèce qui sont partis vers la Tunisie, mais vers toute l'Afrique du Nord, mais principalement l'Égypte, mais aussi vers la Tunisie.
Voilà les informations. Après, il n'y a pas de communauté juive grecque en Tunisie. Il y a des juifs qui sont Oui, d'origine grecque, sans doute. mais qui est curieux, c'est que j'ai retrouvé dans l'acte d'état civil, donc il est mentionné, enfin le père de ma belle-mère comme citoyen grec, donc Oui, apparemment il gardait. Alors je ne sais pas combien de générations en Tunisie on pouvait garder sa citoyenneté grecque en tant que oui. juif. Mais à l'époque, bon, c'était un protectorat. Enfin, Oui, c'est pas tout à Protectorat fait les français. règles de. Voilà. Ben, merci Voilà. beaucoup. merci, merci madame, Emmanuel, merci Alors, monsieur dame. Bon, c'est merci monsieur Emmanuel Attias. bonjour Anastasio. Alors, j'ai deux Bonjour, questions. cher Manuel. Alors, première question, j'aimerais savoir si tu as connaissance de la situation des mariages exogamiques en Grèce. Est-ce que aujourd'hui, les jeunes juifs grecs, alors j'ai une petite idée de la réponse, mais j'aimerais que tu clarifies. Est-ce que les jeunes juifs grecs ont conscience de leur identité singulière, cherchent à maintenir et à préserver leur tradition, leur culture, ou au contraire, est-ce qu'on est dans une situation d'assimilation globale? Et la deuxième question, j'aimerais que tu nous entretiennes de l'état des connaissances sur la langue yévanique. Combien de personnes encore parlent cet idiome, soit en Grèce, soit à New York, parce que tu nous as dit effectivement qu'il y a une partie de la communauté yévaninote qui a migré avant-guerre. Oui, alors, pour la première question, alors sur les mariages mixtes, évidemment, le rabbinat ne donne pas ou n'a pas forcément toutes les informations, mais en tout cas, bon, la communauté juive, par exemple, à Athènes, c'est 2500 membres, et à Thessalonique, c'est 1000 membres. D'ailleurs, pour donner l'information, c'est autour de 4500 juifs aujourd'hui en Grèce. 2500 à Athènes, 1000 à Thessalonique, autour de 300 à Larissa, et puis après quelques bribes à Volos, il y en a 40, à Chalkis, il y en a une trentaine, à Rhodes, il y en a une trentaine également. Vous avez vu, c'est des micro-communautés. Oui, il y a des mariages mixtes. Ils sont nombreux. Je donne pas les chiffres parce que je les ai pas, hein. Je suis pas sûr qu'on puisse les avoir. Mais en tout cas, oui, il y a des mariages mixtes, c'est vrai. Le terme assimilation, alors en Grèce, il n'a pas forcément le même sens qu'en France, mais en tout cas, ce qui est sûr que c'est que tous les Juifs grecs sont parfaitement intégrés. Je pourrais même aller jusqu'à assimiler. Et d'ailleurs, dans certaines études que j'ai intégrées dans le livre, on sait que la majorité des Juifs en Grèce participent aussi aux fêtes religieuses grecques, orthodoxes, chrétiennes, je veux dire. Donc, c'est vrai qu'ils sont très bien intégrés parce qu'en Grèce, on peut pas faire autrement. Je veux dire, quand on est en Grèce, on s'intègre dans le pays pleinement et on respecte la culture, etc. En même temps, de l'autre côté, à Athènes, par exemple, il y a un rabbin qui a 37 ans, Gabriel Negrin, donc qui est jeune, qui donne un nouveau dynamisme à la communauté. Il y a une jeunesse juive en Grèce. Cette jeunesse juive, elle est en Grèce, mais elle a des liens très forts aussi avec des juifs grecs qui sont partis à l'étranger. Parce qu'il y a beaucoup de juifs grecs qui font leurs études à l'étranger, qui font leur vie à l'étranger pour différentes raisons, notamment pendant la crise, hein, parce que bon, l'avenir était très compliqué pour les jeunes pendant la crise. Et donc, il y a tous les ans, par exemple, en été, des camps de scouts, etc., juifs en Grèce, qui rassemblent, si vous voulez, la jeunesse grecque qui est en Grèce et à l'étranger. Donc, oui, d'un côté, il y a les mariages mixtes et parfois, ça n'aide pas la communauté. Et en même temps, de l'autre côté, il y a cette communauté qui essaye de garder malgré tout les traditions. Les juifs grecs, pour donner un ensemble, les juifs grecs, assimilés ou pas, mariage mixte ou pas, les juifs grecs connaissent très bien les fêtes religieuses orthodoxes grecques, mais gardent quand même les traditions juives. Et principalement séfarades, parce que c'est principalement des séfarades, hein, à quelques exceptions près. Donc voilà, il y a un peu entre les deux, mais elle est fortement intégrée, cette communauté, voire assimilée. Il y a les personnes religieuses, par exemple, il n'y en a pas tant que ça en Grèce. Quand je dis religieux, c'est sortir avec une kippa. Les Juifs ne sortent pas avec une kippa à Athènes, par exemple, ou à Thessalonique. Même le rabbin, où il y a toujours un petit chapeau, mais on verra pas de Juifs comme ça dans la société, hein. C'est vrai, parce que la Grèce, voilà, c'est une autre histoire, c'est pas la France, hein. En Grèce, je rappelle que l'Église n'est pas séparée de l'État, donc on respecte un certain nombre de choses. Et Est-ce que puis la religion, Anastasio, est-ce que la religion continue d'être indiquée sur les papiers d'identité ou non, ça a été supprimé comme en Allemagne il y a une vingtaine d'années? ça a Enfin, été c'est pas supprimé en en Allemagne, mais en effet. Turquie, par exemple, on sait que la religion est Ouais. indiquée sur les papiers d'identité. En Grèce, c'était Alors, aussi en indiqué effet, longtemps, hein. jusqu'au 2002, Ah voilà. c'est intéressant.
C'était indiqué sur le papier d'identité, oui, tout à fait. Et là, bon, après, l'Union européenne a dit que ce serait bien que ça serait plus indiqué parce que bon, ça crée quand même une sorte de, je dirais pas de racisme, mais en tout cas, bon, on met de côté. C'était curieux parce que celui qui n'était pas chrétien jusqu'en 2002, on le voyait un peu bizarrement, il faut le dire. Il y avait cette forme aussi de racisme. Aujourd'hui, ça change beaucoup, hein. Même si l'Église est encore une fois très présente. Bon, l'Église a beaucoup de liens avec la communauté juive, attention, hein. À part quelques prêtres qui sont un peu extrémistes et antisémites, il y en a. Mais officiellement, l'Église a de très forts liens avec le rabbinat et en tout cas la communauté juive. Mais oui, la religion n'est plus indiquée sur le papier d'identité, mais elle est très, très, très présente. Et c'est vrai, c'est un cas aussi que j'ai connu, quand tu as par exemple un père chrétien et une mère juive, normalement, tu es reconnu par la communauté juive. Ben, en Grèce, il faut faire tout un processus, il faut aller dans un service spécial pour être rayé de la communauté orthodoxe afin de faire partie de la communauté juive. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être sur deux listes en même temps. C'est très conservateur si vous voulez, c'est-à-dire que soit vous êtes chrétien orthodoxe, soit vous êtes juif. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très, très. Il y a qu'en Grèce qu'on voit ça, hein, je veux dire, dans l'Union européenne. C'est-à-dire Ouais. Bon. soit grec orthodoxe, soit juif orthodoxe. Soit juif, tout simplement. Non, je plaisantais, je plaisantais. Et alors, Et maintenant, et concernant la langue Ah oui, yévanique. le yévanique. Alors, le Yévanique. yévanique n'existe plus vraiment et il n'est pas pratiqué. Mais les juifs, et notamment Gabriel Negrin, que je connais bien, le rabbin, on est assez amis et parfois il utilise des mots que moi, par exemple, je comprends pas. Et ben, ces mots qu'il va utiliser, c'est pas du yévanique, mais c'est des mots qui sont utilisés par les Grecs de l'Épire. Vous savez, la région de Ioannina, parce que les Romagnols étaient plutôt très souvent de la région de l'Épire. Et donc, parfois, ils ont des mots que moi, par exemple, je peux pas comprendre. Donc, le yévanique n'existe pas vraiment, mais les Juifs romagnols ont gardé certains mots qu'on utilisait dans certaines régions d'antan, quoi. Et pardon, je prolongeais la question d'Emmanuel, question d'ailleurs que sinon j'aurais posée. Il n'y a pas d'endroit où s'étudie cette langue comme s'étudie le judéo-espagnol, Non, non, ça n'existe pas. Malheureusement, ça n'existe pas. Ça s'est un peu perdu avec le temps. Mm. Madame Franceschini veut poser une question. Nicole. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé. Moi, savez-vous, Monsieur Karbaba, si Vidal Hassan, qui a été un collaborateur notoire, travaillait avec Zvi Koretz? Enfin, est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'était la même période? Est-ce qu'il y a eu des liens entre eux? Alors, bon, les collaborateurs, il y avait, vous touchez aussi à un autre sujet qui est très sensible, il y avait des juifs collaborateurs, hein. Il y a Zvi Koretz parce qu'on le connaît, mais on sait qu'il y a des juifs qui ont fait en sorte de dénoncer d'autres juifs pour qu'ils soient déportés. Alors, Vidal Sassoon, c'est très curieux parce que c'est un nom qu'on connaît bien, parce que c'est une très grande entreprise de cosmétiques. Je ne suis pas sûr que eux aient collaboré massivement avec les Allemands pour déporter les Juifs. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la même période. Parce que Vidal Sassoon a fait en sorte aussi de développer économiquement la ville, hein. Donc je suis pas sûr Excusez-moi, que euh, oui. pardon, c'est pas Sasson, c'est Hasson, H-A-2-S-O-N, le collaborateur. Vidal Ah, Hasson, c'est pas de Rasson, la oui, famille oui. Sasson. D'accord. C'est J'avais entendu pas, Sasson. oui, Sasson, c'est Vidal Sasson. Et c'est Rasson, c'est pas ça, pareil. Oui, en c'est effet, ça. les Rasson sont connus parmi des collaborateurs. Oui, les Rasson et les Recanati. Il y avait aussi quelques Ah juifs oui, qui s'appelaient Recanati qu'on connaît, qui étaient collaborateurs. Oui, tout à fait. Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Alors d'ailleurs, parlant de Vidal Sassoon, parce que c'est important, parce que je ne l'ai pas cité, les Juifs, notamment à Thessalonique, ont fait en sorte de développer la ville économiquement. Et il y a des grands noms qui sont connus. Par exemple, vous avez Moïse Alatini, très grande euh, industrie agroalimentaire. Jusqu'à aujourd'hui, les Alatini, pour nous, c'est comme les biscuits lus en France, hein. Les biscuits Alatini sont très connus en Grèce. Ce sont des Juifs qui sont originaires d'Italie. Et aujourd'hui, Dasso, la famille Dasso, a une branche Alatini, a une branche de la famille qui est d'origine grecque. Vous avez par exemple aussi le grand-père de Nicolas Sarkozy qui venait de Salonique. Vous avez aussi, et ça
peu de gens le savent, mais je l'ai mis dans mon livre. Danone, vous savez que le créateur de Danone, qui est parti en Espagne, il venait de Thessalonique. Et pourquoi il a créé Danone? Pourquoi au début, c'était des produits laitiers? Parce qu'en Grèce, notamment à Thessalonique, on utilisait le yaourt comme remède à différentes maladies, notamment chez les plus petits, qui manquaient de calcium, etc. Et donc, avec la misère qu'avait connue Danone en Grèce, il a récupéré l'idée et quand il est parti en Espagne, il a créé cette entreprise qui après est devenue bien sûr un géant. Et pourquoi Danone? Parce que son fils, il s'appelait Daniel et on l'appelait Danico. Et Danone, en fait, c'était en lien avec son fils. C'était comme un petit surnom, quoi, si vous voulez. C'est un nom de famille très courant chez les juifs séfarades, Danon. Donc, Bien je ne pense sûr, pas que c'est une oui. coïncidence. C'est un Non. des noms Non, parmi non, les leur plus nom de courants famille, en c'est Grèce. Carasso. Leur nom de famille, c'est Carasso, c'est Le pas nom de Danon. famille, Oui, Ça n'a oui, pas mais de exactement, rapport Danon, avec c'est c'est, les aussi le Danone. nom. vous avez totalement raison. Le nom de famille du créateur de Danone, c'est Carasso. Et voilà. Et parmi les gens connus, il y a quand même Patrick Modiano, notre président Patrick Modiano, bien sûr. Bon, j'ai cité aussi Albert Cohen. Et il y en a certains aussi que sans doute vous connaissez. Par exemple, Romagnotte et Georges Moustaki. Ah oui? Ouais, c'est vrai. Mais il est Romagnotte hellénophone d'Égypte, mais d'origine grecque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On resterait bien longtemps, Il y a des mais réflexions sur le chat, Claire. oui. Alors, des réflexions sur le chat. Il y a une famille, oui. Alors, il y a une famille à Latini, à la Nedjar en Tunisie, donc une famille à Latini, donc en Tunisie. Ensuite, mes grands-parents étaient nés à Smyrne et ont émigré avant-guerre en France grâce à l'Alliance. J'aimerais savoir quelles étaient les relations entre les Juifs au sein de l'Empire ottoman. La question est quand même très vaste, hein, car la famille de ma grand-mère venait de Grèce et visiblement la famille de mon grand-père était turque depuis longtemps. Alors, concernant les liens économiques qui existent entre les différentes communautés juives, notamment les communautés juives les plus puissantes de la mer Égée, on va dire, et de Grèce et d'Asie mineure, c'est-à-dire Thessalonique, Izmir et Constantinople. Après, il faut comprendre que à l'époque, les distances ne sont pas les mêmes. Oui, il y a des liens économiques, oui, il y a des échanges économiques, mais les liens entre les personnes sont très peu nombreux parce qu'à l'époque, on se déplaçait beaucoup plus difficilement. Donc oui, il y a des liens, mais ce ne sont pas non plus des liens culturels extrêmement puissants. D'accord? Chaque communauté, ça je l'ai expliqué dans mon livre, chaque communauté, notamment en Grèce, même quand on est à 5 kilomètres de distance, oui, on entend parler des uns des autres, mais chaque communauté a son histoire, chaque communauté a, on va dire, son propre parcours parce que, en plus, le territoire grec, notamment, c'est un territoire assez montagneux, et donc les liens entre les différentes personnes et entre les différentes communautés et les distances sont beaucoup plus longues que ce qu'elles sont aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais une question, si c'est possible. Je vous en prie, Maurice Stein. Allez-y. Ouais. Alors, en fait, j'ai une famille, j'ai ma branche paternelle de ma famille vient de Salonique. Et le moyen de trouver des informations, c'est d'avoir des informations sur le recensement que les Grecs ont fait en 1913, 28 avril 1913. Or, et c'est très récent, la mairie de Salonique, complètement opiniâtre, refuse de communiquer des détails sur ce recensement. Est-ce que vous avez des informations sur cela ou parce que, en principe, tous les, tous les Juifs de l'époque ont été listés par les Grecs et c'est quelque chose qui est conservé. C'est ce dont parle Régis d'Arc que vous citez dans votre livre d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. On a les informations, puisque Régis d'Arc est parti les chercher, on a les chiffres exacts de la communauté juive et du recensement de 1913. Aujourd'hui, alors, qui refuse, etc., c'est de droit, je veux dire, à partir du moment où ce sont des archives d'avant-guerre, celui qui souhaite, avec, par contre,
une disposition spéciale. Bien sûr, on peut pas aller chercher comme ça. Il faut demander pourquoi vous cherchez, etc. Il y a, on va dire, quelques éléments logistiques qu'il faut mettre en place, mais la mairie d'Athènes n'a pas le droit de refuser. Donc, je ne sais pas qui a refusé, mais dans quelles conditions, mais en tout cas, c'est de droit. Après, il n'y a pas que la mairie, il y a aussi les archives nationales où on peut retrouver les informations des recensements. Il n'y a pas que Thessalonique, il y a aussi Athènes qu'on peut retrouver des éléments sur les villes comme Thessalonique, les recensements, les communautés, etc. Donc c'est curieux qu'on Et, n'accepte pas. Pour quelle raison, je ne vois pas. Moi, par exemple, j'ai eu accès à différents archives. Peut-être parce que je suis grec, peut-être que j'ai demandé une autorisation spéciale. Oui, on peut pas accéder comme ça aux archives. Mais jusqu'à la Shoah, les archives sont assez disponibles, en tout cas. bah, écoutez, si vous le permettez, j'ai eu vos coordonnées par Jean-Claude Kupermink de Oui, Jean-Claude, bien sûr. l'Alliance, voilà. Et je vous donnerai le détail de mes recherches parce que c'est et des interlocuteurs que j'ai eus et qui semblent ne pas pouvoir répondre ils répondent sur d'autres choses en fait, hein. Ils Mais à ont distance, ils des répondront pas. Il faut aller sur place, hein. À distance, en Grèce, ah c'est comme ça. Il faut aller sur place. Ils donneront aucune information par mail. Il faut aller sur place. Pour prendre rendez-vous, il faut aller sur place. Ça, c'est sûr. ok. C'est pour ça, sans doute, que vous avez pas eu l'information. Parce que oui, ils donnent aucune information à distance. Pour vous, le recensement existe tel qu'il a été fait à l'époque, très Bien sûr, détaillé, mais famille par bien sûr. famille. Alors, famille par famille, je sais pas si c'est par famille. En tout cas, on a accès aux différents chiffres et aux différents pourcentages. Sans doute qu'il faut avoir des informations également. Le musée juif de Thessalonique, lui, il fait un travail de recensement à partir des familles et des noms. Je ne sais pas si vous avez eu accès, mais en tout cas, il faut contacter le musée juif de Thessalonique. Ils ont des informations, beaucoup d'informations. C'est un centre de recherche, le musée juif de Thessalonique. Donc, si vous ne trouvez pas d'un côté, vous pouvez aller de l'autre côté et demander des documents. D'accord. Bah, écoutez, je vais essayer. Ok. Merci Et beaucoup. enfin, une dernière question justement à propos de Thessalonique. Le 18 août 1917, il y a eu ce terrible incendie, d'ailleurs, un samedi d'ailleurs aussi. Dans quelle mesure ça a affecté la communauté juive? Vous avez raison, j'en ai pas parlé, mais dans le livre, j'ai mis des photos et beaucoup d'informations sur ce fameux incendie. Donc, on est au mois d'août 1917. On le sait a priori que c'est un incendie qui n'est pas criminel, parce qu'il y a eu comme ça, quelques versions. A priori, il n'est pas criminel. Pourquoi? Parce que de toute façon, Thessalonique, c'est une ville qui était assez pauvre, construite principalement sur du bois, et donc des incendies, il y en avait tout le temps. Néanmoins, celui de 1917, on l'a retenu. Pourquoi? Parce que bon, 60% de la ville a été détruite, hein. 50 000 Juifs se retrouvent dans la rue du jour au lendemain. Et la Grèce, rappelle, récupère la Macédoine pendant les guerres balkaniques et après 1912-1913. C'est un pays pauvre et c'est un pays qui est qui a beaucoup de lacunes sur les gestions des crises. Donc, ça veut dire que les secours ont beaucoup tardé à, euh, à agir. Pas par antisémitisme, c'est parce que c'est un pays pauvre et parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et donc, 1917, c'est un incendie terrible. Le problème, c'est que après, il faut loger ces 50 000 juifs. Beaucoup vont retrouver dans des camps de réfugiés, en quelque sorte. Beaucoup vont partir à cause de cet incendie, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Et donc, en Grèce, à Thessalonique, soit ils vont partir dans d'autres villes, soit ils vont partir en Palestine, notamment. Beaucoup de Juifs partent en Palestine parce que, bon, bah, il n'y a plus rien. Et en plus, le problème, c'est qu'après ce terrible incendie, le gouvernement de Venizelos, qui n'est pas du tout antisémite, mais le gouvernement Venizelos veut les votes des chrétiens, et je rappelle que la Macédoine vient d'être libérée après 500 ans de domination turque. Et donc, ça veut dire quoi? Si on veut avoir le vote des chrétiens, il faut montrer que la présence juive doit être contrôlée, limitée. Donc, ça veut dire quoi? Beaucoup de juifs qui étaient propriétaires de leurs biens avant l'incendie ne sont plus propriétaires de leurs biens après l'incendie. Et donc, cet incendie, il a des conséquences terribles pour la ville de Thessalonique. Et c'est pour cette raison, qu'est-ce que j'ai dit? Que entre le début du XXe siècle et la Shoah, beaucoup vont partir, notamment après l'incendie à Thessalonique. Est-ce que je peux peut-être reprendre? Il y a une autre, je vois qu'il y a d'autres interviews aussi faites par Emmanuel Attias. Et peut-être pouvons-nous conclure. Je vais reprendre ce que vient de nous dire, vient d'écrire Sacha Baider et que nous pensons tous.
Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Et nous allons lire votre livre Merci à vous. avec grande Portez-vous joie. bien. Et Et merci pour ces questions aussi passionnantes parce que c'est important d'échanger. C'est intéressant. Et vous avez vu que parfois on n'a pas toujours les réponses, quoi, parce que c'est encore un sujet qui doit être analysé, qui doit être développé. Il y a beaucoup de points d'interrogation encore. eh bien, ce qui est aussi très juif, hein. Chaque homme est une question. Ah oui. Voilà. Et puis, donc, Dieu serait non pas la somme des réponses, mais la somme des questions. Hmm. Bon, bonsoir et merci encore. Merci. Bonne Merci. soirée.